François Bon, une exploration qui s'appelle autobiographie, mais pas autobiographie pour se raconter, autobiographie pour aller chercher justement ce dont on se souvient plus, ce qui a les petites épines qui ont provoqué des bifurcations. Des fois c'est grave, c'est l'or qu'on a juste là derrière soi, et là il y en a beaucoup qui attendent dedans pour cette série d'autobiographies parlées. Mais c'est toujours des petits points, c'est comme dans les peintures de Chessac ou Dubuffet. Je fais des figures très précises, mais avec des grosses bandes noires entre chaque figure. Ça dit quoi? Ça cherche notre relation à l'écriture, principalement. Le reste, on le tient à distance. Oh, dans le quotidien, ça se tient pas à distance. Dans le qui on est avec les tripes et le cœur, ça se tient pas à distance. Mais là, on est quand même dans une relation de travail, vous êtes d'accord? Et évidemment, c'est pour moi tellement étrange que la première connexion Internet, c'est venu en 1996. Ouais, ça fait déjà que tu avais 43 ans. Et encore, c'était juste là des petits modems, des porteuses, ça allait très lentement. On avait 10 personnes dans notre carnet email. Et petit à petit, il y a eu la DSL, petit à petit, il y a eu la fibre. On a appris à vivre autrement. Ben oui, parce que tout ce qui fait l'origine même de la littérature, ce qu'on se transmet, ce qu'on cherche à attraper, c'est déjà dans Rabelais comme information, même lointaine, celles qui nous viennent par les voyageurs, par les témoins, par les grands rapporteurs. Et évidemment, ce qu'on partage et tout l'effort qu'il nous a fallu pendant des années pour arriver à construire progressivement que dans ce partage, il y ait ce qui était avant l'apanage du cahier, de la machine à écrire, puis c'était toute une escalade progressive, laborieuse, de techniques différentes, de métiers différents, jusqu'à la distribution, jusqu'à y compris ce partage là dans les petites boutiques spécialisées où on allait à la rencontre des livres. Et c'est ce monde-là à la fois qui s'est progressivement enfui, distendu. Est-ce qu'on l'a remplacé par aussi bien avec on essaye, mais précisément, c'est juste en tout petit comité, là, vous, moi, et ces partages-là, c'est peut-être ça qui, aujourd'hui, pourrait nous sauver. Mais c'est cette histoire-là que, d'abord, je cherche à rassembler. Alors, dans ces souvenirs, pour moi, de bifurcation, il y a la difficulté, par exemple, à déterminer l'année. A priori, ce serait simple. Oui, mais si je remonte mes emails là, dans l'ordinateur, pourtant, oui, mais il y a eu des périodes où ça s'est effacé. Donc j'arrive à remonter à 2006, l'agenda de mon Mac. J'arrive à remonter aussi à 2004, 2005, mais avant, non. L'appareil photo, c'est une mémoire. Le disque dur avec les photos numériques, je crois que j'en ai 130 000. Oui, mais la première fois, c'était 2002. Donc là encore, j'arrivais à combien? J'arrivais presque à mes 50 ans quand j'ai commencé à tenir un appareil photo numérique. Et puis c'était des tout petits machins qui faisaient des petites photos là de 32 kilooctets. Et avant, c'est le grand inconnu. Alors que ça faisait 20 ans que j'étais dans ce travail, ce métier. C'est une époque où ça, c'était peut-être le meilleur. Dans cette mosaïque de langues, il n'y avait pas, justement, par Internet, cet écrasement d'une domination, en tout cas ici, pour nous, principalement anglophone. Il y avait cette mosaïque de l'Europe, les heures de train, et puis on avait des amis à Amsterdam, on avait des amis à Bremen, on avait des amis en Suède, au Danemark, en Italie. Et nos éditeurs, c'était pareil, on faisait des échanges. Le copain de Bremen, il venait une fois par an à Paris, il voyait les Lindons, et quand c'était Verdier, plutôt que de faire des histoires d'argent, on s'arrangeait autrement. On disait, on fait un échange de droits. Des droits, toi tu touchais quoi? Quelque chose qui correspondait à 200 € maintenant, mais qu'est-ce que ça pouvait faire? Le livre existait, j'en ai une pleine armoire de livres traduits dans toutes ces langues d'Europe. Vous pensez bien que tout ça, hop là, maintenant appartient
un lointain passé, mais ce qui reste dans la tête, c'est ces itinéraires, ces trains. Par exemple, là, ce qui me revenait, c'était Fribourg. Pas le Fribourg en Suisse, ça faudrait que j'en parle aussi. Le Fribourg en Allemagne, c'est pas très loin, c'est 50-60 kilomètres, je suppose, puisque justement, il y a un aéroport commun qui fait Mulhouse, Bâle et Fribourg. Donc on est juste au coin de frontière entre la France, la Suisse et l'Allemagne. Fribourg, c'est une ville, comme toutes ces villes allemandes qui ont été bombardées, rasées, et puis reconstruites, mais reconstruites en essayant de garder ces ruelles, ces sinuosités. Mais bon, on sait bien que ce passage-là, juste, il est tellement à vif. Mais c'était un petit peu comme Soleure en Suisse. C'était un rendez-vous où on pouvait parler plusieurs langues, ce rendez-vous de Fribourg. Et ce rendez-vous de Fribourg, je n'arrive plus à le situer en années. Alors, comment on peut travailler sans trace de soi-même pour arriver, je ne pas de lettres, de correspondance, tout ça, il y avait trop de paperasse, c'est parti il y a longtemps. 1 an à Stuttgart, au pays Swab, tout près de Hölderlin, à Tübingen, avec la Bosch Stiftung, Rüdiger Stephan, ça c'est des grandes expériences. Ça c'est le livre Temps Machine qui ont fait part de ces traversées des usines Bosch et de leur centre d'essai. Donc l'Allemagne, quand tu es père de famille, quand on a un de nos enfants qui est né à Berlin, tu connais avec les mains ce côté de lui, il est sorti d'école par exemple. Tout ça, tout ce qui te fait découvrir autrement, sur une autre position que les petits circuits intellectuels. Mais heureusement, ça c'est même pas la peine d'en parler. Mais l'Allemagne avait une énorme avance. Tu trouvais des poussettes à grosses roues suspendues. Même maintenant, des fois, quand je passe en Allemagne, tout ça, ou à Paris, quand tu croises des gens, oh là là, ça doit être des Allemands. Tu ne vois rien qu'à leur équipement. Ils avaient des sacs à dos pour porter les petits, tu sais, les petits entre 1 an et 3 ans, avec une armature très de métal, enfin d'aluminium, quoi, mais très ergonomique dans le dos, et puis c'était facile à porter. C'est venu plus tard en France. Par exemple, je me souviens de Christian Torel, le libraire d'Ombre Blanche à Toulouse, qui expliquait, c'est terrible ces trucs-là, parce que les gens, ils mettent des sacs là devant le ventre de leur gamin, et ils passent au-dessus de l'endroit où il y a les machins magnétiques qui les repèrent. Donc pour lui, là, ces trucs d'enfant, c'était c'est parfait pour voler les bouquins. Moi, c'était pas ça, bien sûr. Et je me revois, donc là, c'est comme ça que je retrouve tout d'un coup l'accroche du souvenir dans cet aéroport, qui est une sorte de no man's land. C'est un petit aéroport, mais qui sert 3 pays, donc Bâle pour la Suisse, Mulhouse pour la France et Fribourg pour l'Allemagne. Et j'avais avec moi, je l'avais gardé là en cabine tout simplement. À l'époque, c'était beaucoup plus souple que maintenant. J'avais acheté un de ces sacs à dos pour promener donc un enfant, et ça me permet de dater. Je sais le prénom et heureusement, je me rappelle de sa date de naissance, donc je vois quelle année ça pouvait être précisément. Allez, disons 95-96. Et là, je vois Michel Tournier. Ce petit bonhomme, mais qui avait une grosse stature d'écrivain. Oh, le roi des zones. Oh, l'amitié de Mitterrand. Oh, ce monsieur qui vivait dans un monastère, qui avait toujours une petite calotte sur lui, qui se plante devant moi avec mon truc et qui regarde ça, et qui me regarde moi. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bien sûr, je lui explique, c'est pour emmener les enfants sur son dos. Il m'a regardé avec un mépris, et en se reculant. Tu sais, tu regardes quelqu'un et en même temps, tu peux pas t'empêcher de te reculer comme ça. C'était Michel Tournier. À partir de là, ce truc de Fribourg est revenu. Alors, ce dont je me souviens, c'est que c'était un truc où, comme pour ça que j'ai fait le parallèle avec Soleure en Suisse. On était nombreux. Par exemple, on était beaucoup de Français. Il y avait Jacques Roubaud qui était là avec Florence Delay. Eux deux, je m'en souviens très bien, y compris parce que c'était probablement les gens les plus proches avec qui j'étais dans cette petite troupe. Alors, il y en a d'autres, je vois vaguement, je retrouve, il y en a un,
Oh là là, mais j'aime pas dire le nom, lui aussi. Ah, son truc, c'était, comme il était grand écrivain, enfin, il était plutôt petit gros, mais c'est pas grave. Il passait la nuit, là, dans le buffet de l'hôtel, à parler avec ses admiratrices, jusqu'à l'aube. On arrivait pour le petit déjeuner, il était encore là, à pérorer. Il y avait des gens qui l'écoutaient. Quoi. Alors, il y avait ce genre-là. Mais il n'y avait pas que ce genre-là. Évidemment, toi, tu fréquentais, il y a la difficulté de la langue, mais tu allais écouter des lectures. Et les lectures, en ce moment, à cette époque-là, moi j'ai rencontré une Valère Novarina en 1988, ça a évidemment été la grosse bousculade, mais disons que c'était encore les lectures à l'allemande, les longues lectures avec la plante verte, la carafe d'eau, tu versais ton verre, tu reprenais et tu passais à la phrase suivante, immobile les deux. Bon, nous on était déjà en train de chambarder ça, et quand c'était Roubaud et Delay, bah tu sais que ça avait déjà valsé. Et il y en avait un, alors lui, je me souviens de son nom, ben, je peux en parler, il est mort. François-Régis Bastide. Ce monsieur était diplomate. Mais tu sais, les diplomates, les ambassadeurs, quand tu sais pas quoi faire, les trucs honorifiques, tu les mets, ambassadeur pour les pôles. Lui, il était ambassadeur auprès de l'UNESCO. Il devait se la couler douce, le brave homme. Et il avait fait un livre sur Saint-Simon. Moi, évidemment, Saint-Simon, c'est le fitness des auteurs, Saint-Simon. Saint-Simon, ça faisait au moins 3-4 ans que j'étais déjà là. J'étais encore dans mon premier grand tour de Saint-Simon. J'ai fait plusieurs grands tours de Saint-Simon. Tous les ans, je me fais un long bout de Saint-Simon. Des fois, tu l'attaques par l'agonie de Louis XIV. Des fois, tu l'attaques par le tome 3, là, avec la fin du duc de Bourgogne. D'autres fois, tu plonges direct dans la Régence ou dans l'ambassade d'Espagne. Mais Saint-Simon, c'est l'art du verbe. C'est poser chaque phrase sur un assemblage de 3 verbes, une triangulation des verbes et des jeux entre les verbes qui fait que le sujet est déporté dans un cercle intermédiaire. Même si le sujet commence la phrase, la syntaxe s'établissant sur les verbes, c'est la langue qui organise le monde, c'est pas les sujets. Même si le sujet, c'est cet absolu roi qui était Louis XIV, qui est à la fois immense et grand, et puis à la fois qui est tout petit quand tu le suis au jour le jour dans Claude Simon, ou cette duchesse de Bourgogne, dont l'art c'était, comme elle pouvait pas quitter le roi le soir, son assistante, sa suivante, venait derrière elle juste, elle relevait la robe discrètement, elle lui faisait le lavement en plein là, au milieu de la conversation entre Maintenon et Louis XIV. Là, Maintenon, que faites-vous, madame la duchesse? Mon lavement, et tout le monde est de rire et de rire. C'est ça aussi, Saint-Simon. Donc ce Régis Bastide, ce François-Régis Bastide, ambassadeur auprès de l'UNESCO, avait fait un livre sur Saint-Simon. Bon, c'est pas, on t'invite pas pour parler de Saint-Simon, je sais pas de quoi ils parlaient, ces gens-là. Mais on était quand même dans le même hôtel. Alors je me souviens de ça, ça avait été au moins 2-3 jours, et ça je l'ai dit, la mémoire c'est les livres que tu as écrits, mais de quoi tu parlais ce jour-là, je m'en souviens très bien, les fois où j'ai pu parler de Baudelaire ou de Balzac ou de Rabelais, ça c'est pour moi, c'est sur ça qu'on devrait nous faire venir. Viens nous parler de Balzac, viens nous parler de Baudelaire, viens nous parler de Bernard-Marie Coltès. Là, tu as juste à rouvrir ton atelier, rouvrir les livres qui t'entourent. Mais quand c'est parler de tes livres, il n'y a pas de mémoire. De quoi j'ai pu parler? J'en sais rien. En tout cas, je l'ai bien fait, et c'était des lectures qui étaient agréables, parce qu'on était convoqués à 2, un Allemand, un Français. Peut-être comme à Soler, c'était aussi avec des Suisses en trio. Ça, je me souviens vaguement, mais après, tu fais ton truc, quoi. Tu fais ton truc et tu lis, tu assistes aussi aux lectures des autres. Et donc, ce dont je me souviens aussi, c'est que comme c'était français-allemand, allemand-français, français-allemand, allemand-français, on avait une dame avec nous, une jeune dame. Je la revois vaguement, physiquement, mais moi, les visages, c'est très étrange. Ils sont pas là. Ils n'ont jamais été là. C'est comme ça. Et elle était toujours là, elle traduisait dans les 2 sens,
Et elle traduisait les conversations en continu, c'est-à-dire si tu avais une lecture en 1 heure avec un Allemand et un Français, il y avait un Allemand qui traduisait de l'allemand vers le français, elle qui traduisait du français vers... Enfin bon, tu vois, ou le contraire, quoi. Je pense plutôt qu'elle nous... oui, c'était elle qui nous traduisait vers l'allemand. Mais donc c'était une prouesse monstre. Nous, on était là avec le public, et puis là, ils étaient un homme et une femme. L'homme, je revois mieux, un peu maigre, un peu Don Quichotte, peut-être pas moustache, mais ce genre-là. Et elle qui était dans la petite loge et qui se repassait comme ça. Puis des fois, ils se marraient tous les deux, parce que faut bien que tu compenses un petit peu. Donc ça, son boulot, ça veut dire, waouh, dis donc. Et finalement, c'est plus avec ces gens-là que tu finis par établir une relation. Puis Métivier, Francis Métivier, je crois, non. Et puis Métayer. Alors Métayer, c'était un gars du Poitou. Après, on est resté en relation. C'était lui qui dirigeait l'Institut culturel de Fribourg, là en Allemagne. Donc c'était lui qui était là le grand organisateur, disons. Je sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Salut, si tu passes par là. Et puis c'était fini. On devait repartir, et on devait repartir en prenant l'avion qui nous ramenait à Paris. Moi, je n'étais pas à Paris. Après, t'allais à la gare, tu prenais le train, tu continuais. C'est là que j'avais mon sac à dos pour porter le petit enfant de 2-3 ans. On était en bas de l'hôtel, et il y avait une suite de taxis. Dans les taxis, tu pouvais monter à 4. Un devant, 3 derrière. Il se trouve que là, on se trouve avec Michel Tournier et François-Régis Bastide, la traductrice, et moi-même. On se dit pas bonjour, hein, on regarde de haut. Hein. On monte dans le taxi. Oh, ils étaient polis et tout. On arrive à l'aéroport, et il y avait quand même quelque chose que, disons, tu vois, ce serait un 20 €, un 30 €. Et il y avait ça à payer. On arrive à l'aéroport. Mon Régis Bastide descend de la place avant, ouvre la porte arrière à Michel Tournier. « Nous y sommes, mon ami », dit-il, et les voilà qui s'en vont tous les deux. C'est la traductrice qui commence à sortir son portefeuille pour payer. Je lui dis « Non, oh, ça va pas, non, ça va pas !» Et c'est moi qui ai payé. Ouais, tu vois, c'était ça, ces gens-là. Et c'est là-dessus qu'on va arriver à la haute mémoire de ce Michel Tournier. On est dans l'aéroport, évidemment, c'était des petits avions. Moi, j'y connais pas les avions. Moi, c'était un avion, tu vois, ça va être 50, 60 places. C'est un peu les petits avions que tu prends assez fréquemment quand tu vas d'une ville quand tu vas de Moncton à Halifax ou des choses comme ça, là, dans l'immense Québec. Mais c'est des petits avions à hélice quand tu reviens de Sept-Îles à Québec ou Sept-Îles à Montréal. Alors, je sais pas du tout comment le nom de ces avions 50, 60 places. Ces avions très étroits. Tu montes là, 2 places d'un côté, 2 places de l'autre, un tout petit couloir au milieu, et tu rentres juste là derrière la cabine de pilotage. Et nous, Luxe, Estime, t'as pas ça tous les jours, on nous avait donné des places de première. Alors les places de première, je crois que là, c'est pas que c'était plus large, ou peut-être que l'avion à ce moment-là est un tout petit peu plus large, mais tu as des sièges plus confortables, tu vois, le genre sky bleu avec des accoudoirs. On te sert une boisson, ce qui n'est pas le cas des places derrière. En général, tu as un petit rideau, à peine t'es décollé quand tu mets le petit rideau. Et les auteurs, là, donc Jacques Roubaud, Florence Delay, la traductrice, ma pomme, Tournier, Régis Bastide en un seul mot. On avait les places pour aller à l'avant dans ce petit zinc qui revenait à Paris. Les autres gens, je sais pas, moi, ce qu'ils faisaient comme affaire entre Bâle, Mulhouse et Fribourg pour revenir à Paris. On est dans le hall et on nous annonce qu'on va monter dans l'avion, qu'on va s'embarquer. Alors évidemment, dans un petit avion comme ça, tu appelles les gens, les rangs 20 à 22. Je dis ça comme ça. Si c'est 60 places à 4, tu vois, c'est plutôt les rangs 18 à 20. Les petits paquets de gens qui s'en vont. Les gens des rangs 14 à 18. Une petite poignée de gens qui s'en va et tu remplis l'avion depuis l'arrière. Les gens des rangs 8 à 14. Et là, soudain, dans ce hall du matin, au petit aéroport entre Bâle, Mulhouse et Fribourg, avec une personne gentille au micro qui appelait les passagers des rangs 8 à 14. Mon petit Michel Tournier s'avance dans le vide du milieu, la regarde en la pointant du doigt,
et lui dit « Et nous, on est de la merde, alors ?» Il y a des fois, tu voudrais te mettre sous terre. Oh, c'était lui, c'était pas moi, ni Roubaud, ni Delay. Tu penses bien. Mais dis quand même, t'as honte. T'as honte pour quoi? T'as honte pour la profession, t'as honte pour Métayer son festival, t'as honte pour les sous publics qu'il y avait là, t'as honte parce que voilà ce que c'est, les grands écrivains de la France. On a fini par embarquer. Les rangs 1 à 6, s'il vous plaît. Ben ouais, les places de première. Et M. Tournier, M. Régis Bastide sont montés ensemble. Je me souviens plus trop. Moi, je sais que j'étais à côté de Roubaud et Delay, qui étaient inséparables. À l'époque, Florence, elle n'était pas rentrée à l'Académie française. C'est après qu'elle disait plus bonjour aux gens. Mais bon, il paraît qu'elle n'a pas le temps. Tant mieux. Moi, l'estime, elle est toujours là, pleine et entière. Et puis bon, tu penses à Chaillot, tu penses à Roubaud, etc. Les vivants, il faut qu'on resserre les rangs, hein, Florence. Et son livre sur Nerval, comme il est bien. Mais là, si je me rappelle bien, ils avaient parlé de la légende rouge, là, les trucs qui traduisaient ensemble tous les deux. C'était des gens formidables, tu penses. Et on arrive. Est-ce que c'était Roissy? Est-ce que c'était Orly? Je pense que c'était Roissy, parce que c'est juste là la bonne direction. Et là, Régis Bastide, j'ai une voiture qui m'attend, mon cher ami, dit-il à Michel Tournier. Et Régis Bastide, François de son prénom, ambassadeur à l'UNESCO, propose à Michel Tournier de le ramener à Paris intramuros avec sa voiture de fonction qui l'attendait, se retournant vers Florence Delay, qui pourtant n'était pas encore académicienne, on n'aurait jamais pensé cette déchéance-là à l'époque. « Ma chère Florence, vous nous accompagnez ?» Et Florence a fait au revoir à Jacques Roubaud, et Jacques et moi, on a pris le RER. Je crois que si je raconte ça, c'est pas pour le folklore, tu sais, des gens pour lesquels tu n'as aucune estime possible après des petits machins comme ça. Toi, c'est les petits détails, mais c'est les petits détails qui te brûlent et tout. Tu pourrais chercher là, t'en trouveras pas des livres de ce Michel Tournier, tout son roi des Aubes, tout ça. Là. Non, c'est pas mon truc, ça. Tant mieux si c'était bien, mais c'était pas mon truc. À sa petite âme. C'est juste que là, tu vois, depuis, pour moi, c'est pas depuis, c'était ça. C'est que tout d'un coup vient à ta conscience que toi, tu peux pas être de ce monde-là. Que toi, ce monde-là, en ce moment, je lis Nathalie Heinisch, être écrivain. C'est formidable par les dispositifs d'analyse, de puzzle et tout ça, et pourtant, Heinisch, à chaque fois qu'elle dit un truc, je dis, mais non, c'est pas ça. Il te manque un petit pivot, un petit rouage. Écrire, écrire. Il dit, eux, ils disent le bon cassa de Samuel Beckett. Qu'est-ce que tu veux? T'as un boulot à faire, tu le fais. C'est pas plus que ça. Bon, mais de temps en temps, voir comment ça travaille, là, ces trucs de symbolique. Et pourtant, à un moment donné, elle parle de Judith Schlanger. Et Judith Schlanger, elle parle pas de présence des œuvres perdues, elle parle de livres de Schlanger sur la vocation. Bon, Nathalie Heinisch, je lui pardonne puisqu'elle parle de Judith Schlanger. Ça, ces livres, la présence des œuvres perdues, c'est décisif. Mais peut-être que c'est à cause aussi de cette lecture que je reviens à ça. Tu vois, ce Tournier, tout d'un coup, et puis cette conjonction avec ce François-Régis Bastide, et puis que ça, Simon, c'est à moi, c'est pas à lui. C'est dire, non, t'iras jamais dans ce milieu-là, t'iras jamais dans ce monde-là. T'écris, ouais, mais ta place, elle n'est pas de ce côté-là du monde, chez ces petits hommes-là. Allez hop, une dans la boîte.